Je ne sais pas à quel moment exactement tout a commencé à se fissurer. Peut-être que c'était quand il a arrêté de me regarder quand je parlais. Ou peut-être que c'était matin-là, dans notre cuisine de Nanterre, quand il a laissé tomber la cuillère dans son café, sans lever les yeux. Il a dit « Je pense qu'on s'est éloigné, Claire », comme si j'étais une vieille amie de lycée qu'il croisait par hasard. Pas sa femme, pas la mère de ses enfants, pas la femme qui avait tout sacrifié pour que notre maison tienne debout. On était mariés depuis 28 ans. On avait 2 enfants, une maison que j'avais choisie moi-même, un pavillon de banlieue modeste mais chaleureux avec un jardin que j'avais rempli de lavandes et de rosiers grimpants. Et maintenant, il me disait qu'on s'était éloigné. Il s'appelait Marc, 54 ans, commercial dans une boîte de mobilier urbain. Un type banal avec une voix calme, des chemises repassées et cette habitude de ranger les chaussettes par couleur. Moi, j'étais professeur de français au college, mais j'avais arrêté depuis 2 ans pour m'occuper de sa mère malade. Il avait dit que c'était temporaire. Qu'en a été? Pour moi. Je ne me doutais pas que pendant que je faisais des allers-retours entre l'hôpital et la maison, il tombait amoureux d'une autre. Une fille qu'il avait rencontrée lors d'un séminaire à Lyon. Elle s'appelait Élodie. Elle avait 36 ans, une voix trop sucrée et une passion pour les smoothies verts. Elle vendait des compléments alimentaires sur Instagram. Il ne me l'a pas dit tout de suite. Bien sûr que non. Il a d'abord pris du recul. Une séparation propre. Il est parti vivre chez un collègue le temps de réfléchir. Et moi, comme une idiote, j'ai laissé faire. J'ai même préparé un sac pour lui. Avec soin. 3 semaines plus tard, je l'ai vu sur Facebook. Une photo prise à Annecy. Lui, souriant au bord du lac, tenant la main d'Élodie. Une légende écrite en anglais. New chapter, new energy. Nouvelle énergie, tu parles. C'est notre fille, Manon, qui m'a appelée. Elle était furieuse. Maman, il l'a présentée comme sa compagne à la fête d'entreprise. Il quoi? Il dit qu'ils sont installés. Dans la maison. Dans notre maison, maman. Je suis restée figée. Mes mains tremblaient, mais n'était pas la tristesse. C'était la rage. Je suis allée chez moi, chez nous, un samedi matin. Pas pour créer un scandale, juste pour comprendre. J'avais encore la clé. Il ne s'était même pas donné la peine de changer la serrure. La maison sentait la cannelle et le citron. Elle avait tout déplacé. Mes cadres photos n'étaient plus la passe. À la place, des citations collées au mur en anglais, des plantes suspendues et une horloge murale en forme de lune. Elle avait repeint la cuisine. Du blanc cassé, froid, vide, comme si j'avais jamais existé. Élodie est descendue des escaliers, pieds nus, vêtue d'un t-shirt de marque. Elle a sursauté. « Qu'est-ce que vous faites, ICI? Je viens chercher mes affaires. Vous auriez pu prévenir. On a une routine maintenant. » Ma routine, elle a duré 28 ans. Je crois que j'ai gagné le droit de venir sans prévenir. Elle s'est redressée, les bras croisés. Marc 5 ans en entendre parler. Parfait. Il aurait dû être là pour m'accueillir. Je suis montée dans la chambre. Notre chambre. Enfin, celle que j'avais peinte en vert sauge quand on avait emménagé. Elle avait changé les draps. Lavande et lin. Trop parfait. Trop Instagram. Trop faux. J'ai pris quelques affaires. Un collier de ma mère. 2 livres. Une boîte de lettres d'amour. Ancienne. Froissée. Je n'avais pas besoin de tout. Pas envie non plus. Cette maison n'était plus la mienne. Pas parce que je l'avais quittée, mais parce qu'ils avaient essayé de m'effacer. Le lundi suivant, j'ai appelé Anne-Sophie, mon amie d'enfance, avocate en droit immobilier. Est-ce que ton nom est toujours sur l'acte de propriété? Bien sûr. On n'a jamais fait de séparation. Et il t'a jamais racheté? Non. Elle a soufflé dans le combiné. Alors, Claire, t'es toujours copropriétaire. Tu peux exiger une vente. Une action en partage. Il aura le choix. Te racheter ou vendre. Je suis restée silencieuse un moment. Puis j'ai dit, on lance la procédure. Marc a appelé 2 jours plus tard. Tu vas vraiment faire qu'est? Faire quoi? Réclamer ce qui m'appartient? Tu veux tout compliquer? Non, toi, tu as tout compliqué. Je ne fais que corriger. Il a essayé de me culpabiliser. Il a dit que je bloquais son bonheur.
qu'Élodie se sentait envahie, qu'elle avait besoin de sécurité. Alors peut-être qu'elle ne devrait pas vivre dans une maison qui porte encore mon nom, non? Il a raccroché. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail d'Élodie. Objet. Proposition d'arrangement. Elle écrivait. Claire, je comprends que il soit difficile, mais il faut savoir passer à autre chose. Marc a besoin de sérénité. Nous avons un projet d'enfant. Un projet d'enfant? Dans mon salon? C'est que j'ai répondu en une ligne. Proposez-moi un rachat au prix du marché OU. Préparez-vous à vendre. Anne-Sophie a lancé la procédure dans la foulée. Dossier complet, solide, légalement impeccable. Je ne voulais pas de guerre. Je voulais du respect. Et s'il ne comprenait que le langage du tribunal, alors je parlerais CE language. Quand la convocation est arrivée, j'imagine leur tête. Je n'y étais pas, mais je me plais à croire qu'Élodie a renversé son smoothie sur son pyjama en lisant « Action en partage judiciaire ». La juge a été claire. Copropriété indivise. Sans accord, la maison devra être mise en vente. Aucun arrangement possible sans mon consentement. Marc a parlé, m'a regardé comme si j'étais devenue étrange. J'étais simplement devenue moi. Marc n'a pas parlé tout de suite après l'audience. Il est sorti du tribunal comme un homme qui ne reconnaît plus son propre reflet. Moi, je suis allé boire un café avec Anne-Sophie. Elle a levé sa tasse et m'a dit « Tu viens de faire plus que défendre ta part. Tu viens de récupérer ton nom. » Je n'ai rien dit. J'ai juste bu, lentement. Chaque gorgée me goûtait comme une revanche silencieuse. Une semaine plus tard, j'ai reçu un SMS de Marc. « On peut parler? » Dot. J'ai ignoré. Il a envoyé un second message le lendemain. « On ne peut pas vendre maintenant. Élodie est enceinte. » Dot. Mensonge. Il tentait de jouer sur mes émotions. Encore. Troisième message. Je sais que tu es blessé, mais qu'elle ne justifie pas de tout détruire. Aimé Dot. Non, je n'étais pas blessé. J'étais réveillée. Anne-Sophie m'a conseillé de ne plus répondre. S'ils veulent négocier, qu'ils passent par leurs avocats. Toi, reste au-dessus de cas. C'est CE que j'ai fait, jusqu'au jour où j'ai décidé de repasser par la maison. Pour la dernière fois, j'avais droit à mes affaires personnelles, le juge l'avait confirmé. Et j'avais encore la clé. Quand je suis entrée, c'était un samedi, midi. J'avais prévenu personne. Je n'avais pas à le faire, pas tant que j'étais encore copropriétaire. La maison était silencieuse. Trop. Les rideaux tirés. L'odeur de lavande artificielle partout. J'ai entendu un bruit dans la cuisine. Élodie. Elle s'est figée en me voyant. Vous n'avez pas le droit d'être là. En fait, si. Je suis toujours propriétaire ICI. Vous auriez pu appeler. Et vous auriez pu ne pas en emménager dans la maison d'une autre. Elle m'a suivi pendant que je montais à l'étage. Bras croisés, lèvres pincées. Vous avez décidé de pourrir la vie de tout le monde? Je me suis tournée vers elle. Je ne pourris rien. Je récupère juste CE qui m'appartient. J'ai ramassé ma boîte de photos, des souvenirs de vacances, des dessins d'enfants, des lettres d'amour. J'ai aussi pris une robe que j'avais oubliée au fond d'un placard. Élodie a murmuré « Il m'aime ». Je l'ai regardé, sans haine, sans jalousie, juste avec une vérité froide. Il m'aimait aussi. Et il m'a trahi. Tu crois que tu seras l'exception? Moi? Je sais que tu seras la suite. Elle n'a rien répondu. Juste baissé les yeux. Quand je suis repartie, j'ai laissé la porte grande ouverte. C'était un symbole. Cette maison, elle n'était plus fermée à mes douleurs. Elle était ouverte à ma justice. Les semaines suivantes, le dossier avançait. Marc et Élodie avaient engagé un avocat. Un type jeune, trop confiant. Il pensait pouvoir nous faire plier. Il a proposé un rachat. A tari un prix risible. Anne-Sophie a éclaté de rire. Si eux n'aiment pas la moitié de la valeur réelle, IELTS pense vraiment qu'on est désespéré. Alors montre-leur à quoi ressemble une femme déterminée. Elle a refusé l'offre et relancé la procédure de vente.
Un notaire a été nommé. Un agent immobilier est venu prendre des photos. Élodie a essayé de poser la sphère privée, de retarder les visites. Le juge a dit non. Pas de traitement de faveur. La maison allait être vendue. Point. C'est là que les choses ont commencé à se fissurer. Manon m'a appelé. Un soir. Maman, papa est bizarre. Il dort sur le canapé. Il boit plus que d'habitude. Élodie pleure tout le temps. CE n'est plus mon affaire, ma chérie. Mais, je t'avais prévenu, on ne bâtit pas une vie sur les ruines de quelqu'un d'autre. Quelques jours plus tard, je suis passé devant la maison. Une pancarte, à vendre, était plantée sur la pelouse. Pas un panneau bricolé, non. Un vrai, bien imprimé, avec le nom de l'agence. Anne-Sophie avait fait en sorte qu'il ne puisse pas vendre discrètement à une connaissance. Pas de passe-droit. Pas de deals entre copains. Si la maison partait, si elle serait propre, légale et équitable. Marc a tenté une dernière fois de m'appeler. Il a laissé un message. Claire, j'ai fait des erreurs. Mais est-ce que tu pourrais au moins nous laisser une chance? Élodie veut garder la maison. Elle veut y élever notre enfant. Dot. Il a parlé de notre enfant, comme si tout pouvait être effacé avec ces mots. J'ai supprimé le message. Aucun retour en arrière possible. Une semaine plus tard, une offre est arrivée. Prix plein. Aucun compromis. Un jeune couple. Ailes attendait leur premier bébé. Ailes était tombé amoureux du jardin, du puits, du vieux cerisier. Le même cerisier sous lequel j'avais lu Le Petit Prince à mes enfants. Anne-Sophie m'a appelé. Ailes veulent signer dans 15 jours. Alors on boucle. Le jour de la signature, je n'étais pas là. Pas par manque de courage. Par choix. Je n'avais plus rien à dire. Tout était écrit, tamponné, enregistré. Marc et Élodie devaient remettre les clés. Je savais qu'ils le feraient en silence. Pas par respect, par honte. Quelques jours après, j'ai reçu un chèque. 198,000 euros. Ma part, ma justice. Marc est venu chez moi. Sans prévenir, il avait maigri. Le visage creusé. Les cernes lourdes. Il a frappé doucement. Je voulais juste te demander, tu pourrais nous aider pour la caution d'un nouveau logement? On était sec. J'ai ouvert. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai dit, tu as emmené ta maîtresse dans notre lit avant même que le divorce soit finalisé. Tu as tenté de me rayer de l'histoire. Et maintenant, tu veux que je finance ton chapitre suivant? Harf? Il n'a rien dit. Il savait. Il s'est contenté de hocher la tête. Puis il est parti. Ce soir-là, j'ai versé du vin rouge dans un verre, j'ai allumé une bougie, et j'ai écrit sur une page blanche, « Oh, si on n'est pas une fin, c'est un retour à moi. » Il y a un silence qui ne fait pas mal, un silence qui apaise. C'est eux n'est pas celui qu'on ressent après une dispute au U, en attendant une réponse. Non, c'est un silence qui ressemble à une respiration profonde, une page enfin tournée. C'est celui qui s'est installé dans mon appartement quelques semaines après la vente. J'avais trouvé un petit 2 pièces dans un quartier calme de Rueil-Malmaison. Un balcon exposé sud, une cuisine lumineuse, une chambre où le lit n'avait connu que mon corps. C'était modeste, mais à moi. Entièrement à moi. Pas de compromis, pas d'empreinte d'un homme qui ne savait plus aimer. Chaque meuble, chaque rideau, chaque photo, c'était mon choix. Pas une décoration imposée par une Élodie quelconque, pas une trace d'un passé trafiqué. Je me réveillais sans avoir à tendre l'oreille. Je ne redoutais plus les bruits de pas d'un homme distant ni les éclats de rire d'une femme qui m'avait remplacé. La paix, si n'est pas bruyante. C'est une tasse de thé chaud à l'aube, le chant d'un merle sur le rebord de la fenêtre, la satisfaction silencieuse d'avoir tenu tête quand tout le monde vous imaginait plié. Mais même dans ce calme, il restait quelques remous. Manon venait dîner chez moi une fois par semaine. Mon fils Théo m'appelait depuis Toulouse, où il vivait avec sa copine. Ailes avait été choqué, bien sûr, par la brutalité de l'affaire. Mais comme souvent, les enfants adultes prennent du recul, par instinct, par confort aussi. Ailes ne voulait pas.
prendre parti. Je n'en voulais pas à Théo. Pas vraiment. Mais au fond, je n'oubliais pas son silence au moment le plus dur. Manon, elle, avait vu les choses de près. Elle savait. Elle avait vu son père transformé en caricature d'homme mûr en crise. Nouvelle chemise cintrée, abonnement à des newsletters de développement personnel, et cette façon grotesque de dire « c'est ma nouvelle vibration ». Elle avait vu Élodie mimer la femme moderne alors qu'elle vivait gracieusement sur mes sacrifices. Un soir, alors qu'on dînait ensemble, blanquette de veau, son plat préféré, Manon posa sa fourchette et dit « Tu sais, maman, je crois que papa regrette. » Je haussai les épaules. Regretter quoi? D'avoir perdu la maison? D'avoir eu tort juridiquement? Ou d'avoir enfin compris que la jeunesse ne remplace pas la loyauté? Elle sourit tristement. Il dit qu'il n'a jamais cru que tu irais jusqu'au bout. C'est là qu'il s'est trompé. Je ne suis pas violente, mais je suis déterminée. Il pensait que je me tairais. Et c'est exactement pour ça que je ne l'ai pas fait. Marc n'avait plus de maison. Il avait trouvé un logement temporaire, une sorte d'appart-hôtel en bordure de ville. Élodie? Partie officiellement chez sa sœur, officieusement en train de reconstruire sa vie ailleurs. Elle avait disparu des réseaux sociaux, qui, pour elle, équivalait à une disparition pure et simple. Plus de smoothies, plus de citations sur l'alignement des chakras. Plus rien. Un après-midi, alors que je rangeais mes affaires, j'ai retrouvé une vieille photo. Nous étions jeunes, Marc et moi, sur les marches de notre première location. Il me regardait comme si j'étais l'avenir. J'ai regardé cliché longtemps. Pas avec nostalgie, avec lucidité. J'avais été futur. Et il avait tout gâché pour une illusion. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas un mail. Une vraie lettre, manuscrite, avec une écriture nerveuse, presque tremblante. Le papier sentait la lavande bon marché. J'ai tout de suite su que c'était d'elle. Élodie. Claire, je sais que vous me détestez. Peut-être que vous avez raison. Je n'ai pas été juste. J'ai cru à une histoire qui ne m'appartenait pas, mais aujourd'hui je comprends. N'était pas mon château, c'était votre royaume. Et j'ai voulu régner sur vos ruines. Je regrette. Je voulais que vous sachiez que je m'en vais. Et que je ne veux plus rien de qui vous appartenait. Elle avait joint un collier que je croyais perdu. Un petit pendentif en or que ma mère m'avait offert. Elle l'avait gardé. Elle me l'avait volé en vérité. Et maintenant, elle me le rendait. Je n'ai pas répondu, parce que certaines lettres n'attendent pas de réponse. Elles sont des aveux, pas des dialogues. Le lendemain, Anne-Sophie m'a appelé. Tu sais que j'ai fait avec une partie de mon bonus cette année? Quoi donc? J'ai versé 20,000 euros à une association qui aide les femmes en instance de séparation à payer leurs frais juridiques. En ton nom, anonymement. Tu es sérieuse? Évidemment. Tu m'as rappelé pourquoi on se bat. Pas pour punir, mais pour rétablir. J'ai raccroché les larmes aux yeux. N'était pas de la vengeance. C'était de la réparation. Plus tard, soir-là, en relisant ma liste de courses, j'ai souri. Pas à cause de qu'il y avait dessus. Tomates, pain complète, lessive bio, mais parce que je pouvais l'écrire en toute liberté. Je n'avais plus à penser à que Marc aimait, plus à anticiper les goûts d'une autre. Chaque choix m'appartenait. Et même dans les plus petits gestes, le type de thé que j'achetais, les fleurs sur mon balcon, je retrouvais une forme de souveraineté. Le pouvoir ne vient pas toujours d'un tribunal. Parfois, il se cache dans un geste aussi simple que racheter sa propre vaisselle, choisir des draps neufs, jeter les vieilles casseroles communes, nettoyer non pas par obsession, mais pour effacer les empreintes des gens qui ont voulu vous effacer. Et ce soir-là, en fermant les volets, j'ai murmuré pour moi-même. Ce n'est pas lui qui a perdu. Ce n'est pas elle non plus. Qu'ils ont détruit, c'est leur propre confort. Moi, j'ai juste repris mon souffle. C'était un matin comme un autre. Le soleil passait à travers les rideaux en lin blanc que j'avais choisis moi-même, en solde à Monoprix, mais qui donnait à ma chambre un air de calme et de simplicité. Mon téléphone a vibré. Un numéro masqué.
Je n'allais pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Claire! C'était lui. Marc! Sa voix avait changé. Un souffle plus court, une gêne perceptible. Je ne vais pas tenter longtemps. Alors ne le fais pas du tout. Il a ri. Un rire sans joie. Je voulais juste dire. Je t'ai vu. L'autre jour. À la librairie. Je me suis raidi. Tu m'as suivi? Non. Je passais. Et je t'ai vu feuilleter un livre. T'avais l'air heureuse. Je suis restée silencieuse. Pas par gentillesse. Par maîtrise. Il cherchait une fissure dans ma voix. Un regret. Une brèche. Je ne lui ai donné aucune. Tu sais, Élodie est vraiment partie. Elle est retournée dans sa ville, chez ses parents. Pas mon problème. Elle a dit que c'était trop de pression, qu'elle n'avait pas signé pour K. C'est eux qu'elle a signé. C'était mon avis d'expulsion, déguisé en lettres roses parfumées. Il n'a rien dit. Alors j'ai ajouté, « Tu veux savoir la vérité, Marc? C'est eux, mais pas qu'elle est partie. C'est que tu n'as jamais su construire quoi que si eux, soit qui tiennent debout sans l'effort d'une autre. Il a inspiré profondément. Je crois que j'ai tout gâché. Non, t'as juste révélé, si eux, que tu étais paresseux quand il s'agit d'aimer, pressé quand il s'agit de consommer. Tu m'as confondu avec une étape. J'étais ta fondation. Il a raccroché, pas brusquement, mais comme un homme qui ne sait plus comment demander pardon. Je suis restée là, avec le téléphone encore à l'oreille, le cœur étrangement calme. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail. Pas de Marc. D'un notaire à Lyon. Élodie, figurez-vous, tentait de contester une clause du partage des meubles. Elle voulait récupérer un objet sentimental. Devinez quoi? Une cafetière italienne. La mienne. Cadeau de mariage offert par ma tante Yvette. Anne-Sophie rit en voyant le dossier. Elle est sérieuse? Trop sérieuse. On répond quoi? On répond rien. On envoie la preuve d'achat. On classe l'affaire. Elle veut des miettes. Qu'elle les ramasse seule. Cette petite bataille symbolisait tout. E.L.s avait voulu tout prendre. Et maintenant, E.L.s grattait les restes. Et moi, je reconstruisais. Je m'étais inscrite à un atelier d'écriture à la médiathèque. Tous les mercredis soirs, je rejoignais une douzaine de femmes et un homme très discret pour lire nos textes, partager nos mots. J'avais raconté une histoire inspirée de la mienne, bien sûr, mais avec des noms changés. Une femme quittée, trahie, qui finit par reprendre la maison, la paix et son nom. À la fin de la lecture, une jeune femme m'a serré la main. Vous avez écrit CE que je ressens depuis des mois. Vous m'avez donné du courage. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai simplement répondu. On ne guérit pas toujours avec des cris. Parfois, on guérit en déposant chaque mot, comme un caillou, sur le chemin du retour. Un soir de printemps, en arrosant mes géraniums sur le balcon, j'ai reçu un message de Manon. Papa est tombé malade. Rien de grave. Mais il est seul. Il dort chez un ami. Il n'ose pas te le dire, mais je crois qu'il a compris. Tard, mais compris. Je n'ai pas répondu. Je suis allée dans la cuisine. J'ai pris une bougie, une verte, offerte par une collègue, et je l'ai allumée. Pas pour Marc, pour moi, pour me rappeler que la paix se mérite, et que pardonner, si ou, n'est pas toujours ouvrir la porte, c'est juste refuser de se laisser hanter. Quelques jours plus tard, je suis tombée sur un vieil album photo en rangeant mes affaires. Les enfants petits, les vacances à l'île de Ré, moi en robe longue sur le marché du samedi. J'ai souri, un peu triste, un peu fière. Pas d'une larme. Puis j'ai trouvé une photo oubliée. La maison. Notre maison. Avant. Le jardin en fleurs, les rideaux tirés, les rires derrière la fenêtre. Cette maison n'était plus la mienne, mais elle m'avait portée. Elle avait été témoin de mes forces et de mes silences. Et maintenant? Elle appartenait à un jeune couple. E.L.s m'avait écrit une carte après la vente.
Merci de nous avoir laissé un endroit si rempli d'amour. On espère lui faire honneur. I.Els avait joint une photo. La femme, enceinte, posait près du vieux cerisier, le mime où mes enfants grimpaient. Elle souriait, le ventre rond, la main posée sur une branche fleurie. J'ai encadré la photo. Pas par nostalgie, par transmission. Si eux que Marc et Élodie avaient essayé de détruire, quelqu'un d'autre le cultivait désormais. Et moi, j'avais trouvé un autre jardin, un autre foyer, en moi. Et pour la première fois, depuis longtemps, j'ai senti que je n'étais plus en train de survivre. Je vivais. L'été était arrivé sur la pointe des pieds, avec ses matins tièdes et ses soirs bleus qui duraient jusqu'à 23 heures. Dans mon nouveau quartier, les volets claquaient doucement au rythme des courants d'air, les voisins prenaient l'apéro en terrasse, et les enfants jouaient au ballon dans les cours pavées. C'était vivant, simple, et moi je me sentais pour la première fois en paix, dans ma propre peau. Un matin de juillet, alors que je revenais du marché avec un filet plein de nectarines, j'ai croisé la gardienne, Madame Bellevaux. Une femme vive, la soixantaine bien tenue, toujours coiffée comme si elle allait à un mariage. Elle m'a fait un clin d'œil. On dirait que vous commencez à reprendre les couleurs, Madame Claire. C'est vrai, j'ai troqué le gris pour du soleil. Elle a ri. Je vous avais à l'œil, vous savez. Quand vous êtes arrivé à ICE, vous aviez l'air d'un coquillage échoué. Maintenant, vous brillez un peu plus. Son compliment m'a touché. Il venait d'une femme qui en avait sûrement vu d'autres. Je me suis promis de briller davantage. Pas pour prouver quelque chose à Marc, ni à Élodie. Juste pour moi. Et pour toutes les autres femmes qui n'ont jamais appris qu'elles avaient le droit de briller seules. Si, un même jour, j'ai reçu un appel de Théo, mon fils. « Maman, tu as 2 minutes? » « Toujours. C'est pour papa. Je sais que tu ne veux pas en entendre parler, mais il n'a plus vraiment de ressources. Il dort chez un collègue, il est endetté. Il m'a demandé si je pouvais lui prêter un peu. Je suis restée silencieuse. Je ne sais pas quoi faire, maman. J'ai de la peine pour lui. Tu sais, Théo, c'est normal d'avoir de la compassion, mais n'oublie jamais ceci. La compassion ne veut pas dire qu'on oublie les choix des gens. Il a semé ses conséquences. C'est à lui de les récolter. Théo n'a pas insisté. Je crois qu'il comprenait mieux aujourd'hui que la douleur ne justifie pas l'injustice, que le pardon ne se quémande pas. Il se gagne. Le week-end suivant, Anne-Sophie m'a proposé un petit voyage à Honfleur. Juste 2 jours. Pour l'air marin et les gaufres, disait-elle. J'ai accepté. On est parti avec nos valises cabines, comme 2 adolescentes fuyant la routine. Dans le train, elle m'a regardé longuement. « Tu sais, c'est eux que j'admire chez toi? Ma recette de gratin dauphinois? Non, bien que... Oui, mais surtout, ta manière de t'être relevé sans éclat. Tu ne t'es pas vengé avec du bruit. Tu l'as fait avec de la structure, du droit, de l'intelligence. » Je n'ai rien répondu. Mais j'ai serré sa main un instant. Cette femme m'avait sauvé la dignité, la tête haute, et elle ne demandait rien en retour. À Honfleur, on a dormi dans une chambre d'hôte peinte en jaune pâle, avec des draps qui sentaient la lessive fraîche et le bois ancien. Le matin, en regardant les bateaux tanguer dans le port, j'ai senti quelque chose se dénouer en moi. J'étais libre, pas juste physiquement, intérieurement. Je n'attendais plus qu'elle me demande pardon. Je n'espérais plus qu'elle s'efface. J'étais sorti du triangle, de l'histoire, et je réécrivais la mienne. En rentrant, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas de nom, juste mon prénom, écrit à la main. Mon cœur a hésité. Je l'ai ouverte lentement. C'était Marc. Une lettre. 3 pages. Claire. Je sais que tu ne veux plus rien entendre de moi. Et tu as probablement raison. Mais je devais écrire, parce qu'il n'y a plus rien à sauver, justement. Je crois que c'est quand tout est en ruine qu'on voit enfin clair. Tu étais mon ancrage, et j'ai tout sabordé. J'ai cru que l'excitation remplaçait la tendresse, que le changement valait mieux que la fidélité.
J'ai réalisé trop tard que que j'avais avec toi, n'était pas de l'habitude. C'était de la constance, du vrai. Je vis dans un studio loué à la semaine. Élodie m'a bloqué. Je n'ai plus grand-chose. Et étrangement, je pense que je n'ai jamais été aussi nue que maintenant. Je ne t'écris pas pour te faire pitié, juste pour te dire. Tu avais raison. Surtout. Et si jamais tu acceptes un jour de boire un café avec moi, pas pour repartir, juste pour parler, alors je serai là. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai rangé dans un tiroir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas souri non plus. J'ai juste pensé à cette phrase que ma grand-mère me répétait. Les gens ne changent pas quand ILS tombe. IL change quand ILS comprennent pourquoi ILS sont tombés. Et Marc venait peut-être tout juste de comprendre. Mais moi, j'avais déjà remonté la pente. Et je n'allais pas redescendre. Soir-là, j'ai mis une robe que je n'avais plus portée depuis longtemps. Une robe verte, fluide, simple. Je suis sortie. J'ai marché jusqu'au parc. J'ai acheté une glace au citron et je me suis assise sur un banc. J'ai observé les couples, les enfants, les chiens, les joggers. Et j'ai pensé, je suis entière, je suis debout. Et je n'ai plus besoin d'être choisie. Je me choisis chaque jour. Il y a quelque chose de doux dans le fait de ne plus attendre. Plus de textos espérés. Plus de regards à guetter. Plus de « peut-être qu'un jour il comprendra ». J'avais tourné la page. Non pas arraché, non pas brûlé, tourné. Avec lenteur, avec conscience. Et désormais, chaque mot de ma vie s'écrivait sans lui. L'été avançait. Les nuits s'allongeaient. J'avais pris l'habitude de dîner sur le balcon, seul ou parfois avec Manon, un verre de rosé à la main, les pieds nus, les bougies allumées. Un soir, alors qu'elle croquait dans une part de tarte salée, elle m'a regardé en silence, puis elle a dit « Tu sais, maman, je crois que j'avais oublié à quel point tu étais forte. Je ne suis pas forte, je suis résiliente. C'est différent. Je ne voyais pas tout avant. Maintenant, oui. » Elle a sorti une enveloppe de son sac. « Papa m'a demandé de te la remettre. Il m'a dit qu'il n'osait pas passer par toi directement. Je te laisse décider. » J'ai hésité. Puis j'ai pris l'enveloppe. Scellée. Blanche. Sobre. Elle contenait un chèque. Pas un mot. Juste un montant. 3,000 euros. En mes mots, participation, charge juridique. J'ai failli rire. Il essayait d'effacer son humiliation en rachetant une parcelle de sa faute. Il confondait encore les choses. N'était pas l'argent que j'avais voulu. C'était le respect, l'équité, la reconnaissance. Le lendemain, je l'ai déposé à la banque. Pas par besoin, par principe. J'ai ouvert un nouveau compte, intitulé simplement « Fonds de liberté ». J'y ai ajouté mes propres économies, puis j'ai décidé, j'allais faire que j'avais remis à plus tard trop longtemps. Voyager. Pas loin. Pas encore. Mais assez pour changer d'air. J'ai réservé une semaine à Arles, une ville que j'avais toujours rêvé de visiter. L'art. Le ciel. La lumière du sud. Quand je suis arrivé, la chaleur m'a frappé comme une étreinte. Le soleil inondait les ruelles, les murs ocre vibraient. J'ai dormi dans une maison d'hôtes tenue par 2 femmes adorables, Myriam et Fatou. Elles m'ont accueillie comme une cousine revenue après une longue absence. Le 2e jour, je me suis retrouvée assise dans un café de la place du Forum, un cahier sur les genoux. J'écrivais mon histoire. Pas celle que je vous raconte, ICE. Une autre, inventée, mais imprégnée de mon vécu. Une femme qui plante des graines dans un jardin abandonné. Et les fleurs repoussent. Lentement. Magnifiquement. Un homme s'est assis à la table voisine. Âgé. Peut-être 60 ans. Des lunettes rondes. Une voix douce. Il lisait un livre de poésie de René Char. Vous aimez Char? Hey! J'ai relevé la tête. Il m'a souri. Je l'apprivoise encore.
Il a des phrases qui ne s'ouvrent qu'avec le silence. Joli cas. Vous êtes professeur? Ancien journaliste. Et vous? Ancienne épouse. Il a ri. Un rire léger, sans moquerie. Et maintenant? Maintenant, j'apprends à redevenir femme. Patiencier alors. On a parlé 1 heure, peut-être plus. Pas de séduction, pas d'enjeu. Juste 2 âmes assises dans l'or du Sud, échangeant leurs brisures avec pudeur. Il s'appelait Henry. Il m'a dit qu'il passait l'été dans sa maison à Mossène-les-Alpilles, qu'il venait écrire, lire, respirer. Il ne m'a rien demandé. Il ne m'a rien promis. Et moi, pour la première fois, je me suis autorisée à exister hors de mon passé. Pas en opposition à Marc, pas en revanche d'Élodie. Juste moi. Le 5e jour, Henri m'a tendu un carnet pour continuer à écrire quand vous rentrerez. Vous croyez que j'en suis capable? Je crois que vous êtes capable de tous ces œufs que vous décidez de planter. Je l'ai remercié. Je suis rentrée à Rueil avec un léger sourire en coin. Pas un espoir romantique, un espoir intérieur. Dès mon retour, j'ai repris mon rythme, mes marchés, mes lectures, mon atelier d'écriture, et j'ai commencé un projet, une nouvelle, fictionnelle, mais pas tant. Une femme qui reprend sa maison, pierre par pierre, et la transforme en refuge pour d'autres femmes. C'était une manière de bâtir, mime sur papier, que le monde n'avait pas su me donner quand j'en avais eu besoin. Un endroit où on ne vous dit pas de vous taire, mais de parler plus fort. 1 semaine plus tard, Anne-Sophie m'a appelé. « Claire, tu vas rire. Devine qui a tenté d'envoyer une demande de médiation au notaire? Dis-moi que C.E. n'est pas Élodie. Gagné. Elle réclame une compensation morale. Pour avoir perdu un homme qui lui appartenait déjà trop vite, pour dommages émotionnels subis par procédure judiciaire malveillante. J'ai éclaté de rire. Elle croit encore qu'on peut manipuler la loi comme on manipule un feed Instagram. Anne-Sophie a déposé un courrier sec, net, sans appel. Le notaire a classé l'affaire. Définitivement, je n'ai plus entendu parler d'Élodie depuis. Certains disent qu'elle est retournée vivre chez sa mère, dans le Jura. D'autres qu'elle vend des bijoux ésotériques sur une plateforme bio. Je ne vérifie pas. Je n'en ai plus besoin. Quant à Marc, il m'a écrit une dernière fois. 1 mail cette fois. 3 lignes. Je vais quitter la région, commencer ailleurs. Merci de m'avoir obligé à me regarder en face. Je te souhaite la lumière que je n'ai pas su t'apporter. J'ai lu le message. Et je l'ai classé dans un dossier intitulé « Fermé ». Ce soir-là, j'ai pris mon cahier, mon stylo et je me suis assise sur mon balcon. J'ai écrit une phrase. La dignité ne fait pas de bruit, mais elle pousse comme un arbre. Elle prend racine quand on choisit de ne plus plier. Et j'ai su, au fond de moi, que le pire était derrière moi. Le plus beau, peut-être, encore devant. L'automne s'est installé doucement. Les feuilles sur les trottoirs se coloraient d'ocre et de rouille. L'air du matin avait cette odeur de bois humide que j'aimais tant. C'était la saison où les souvenirs remontent, où l'on se surprend à marcher plus lentement, comme si le monde nous murmurait « Ralentisse, regarde, c'est que tu es devenu. » Et moi je regardais. Je m'étais métamorphosée, non pas en une femme nouvelle, mais en la femme que j'aurais toujours dû être, délestée, claire, entière. Un matin, en préparant mon thé, j'ai reçu un SMS de Daphné, une ancienne collègue du college. « Claire, j'ai appris ton histoire par Manon. Est-ce que tu accepterais de venir parler à notre cercle de femmes? Rien d'officiel, juste un petit groupe de profs et mamans qui traversent des tempêtes. » J'ai hésité. Je n'étais pas une conférencière. Je n'avais pas de discours rodé. Mais je savais une chose. Il y avait des femmes, quelque part, assises dans des cuisines froides, en train de se demander si elles méritaient mieux, comme moi, autrefois. Alors j'ai dit oui. La rencontre avait lieu un samedi, dans une petite salle de la mairie, près du square. Elles étaient une quinzaine, des femmes de tous âges, certaines divorcées, d'autres séparées, d'autres encore coincées, les yeux lourds, les mains crispées sur un gobelet de café, les épaules voûtées par les années de silence.
Je me suis levée et j'ai raconté. Pas les détails sordides, pas le catalogue des trahisons. Non, j'ai parlé des silences, de ceux qu'on endure, de ceux qu'on s'impose, du moment exact où j'ai compris que je n'étais pas seulement blessée, j'étais niée, et que je ne voulais plus jamais qu'on me raye de ma propre histoire. Je leur ai dit comment j'avais repris eux qui m'appartenaient, pas par vengeance, par nécessité. Et surtout, je leur ai dit ceci: ne vous laissez pas réduire à une parenthèse dans la vie de quelqu'un. Vous êtes le texte principal, pas la note de bas de page. Certaines ont pleuré, d'autres ont souri. Une femme m'a serré la main en me disant « Ouch ». J'ai cru que j'étais folle, mais en vous écoutant, je comprends que j'étais juste en train de m'éteindre. Maintenant, je veux rallumer quelque chose. Je suis rentrée chez moi, ce soir-là, le cœur plus lourd et plus léger à la fois. Je n'étais pas seule, et je pouvais servir. Alors j'ai commencé à écrire. Vraiment. Sérieusement. J'ai pris ces carnets offerts par Henrietta Hall, et chaque matin, après mon thé, je noircissais des pages. Parfois de souvenirs, parfois de fiction, mais toujours avec la même intention. Témoigner. Un dimanche, en vidant un vieux carton, je suis tombée sur un classeur, le tout premier devis de notre maison, les plans du jardin, les croquis que j'avais griffonnés sur des serviettes en papier, les couleurs que j'avais choisies, les textures, les rideaux, les poignées de porte. Je regardais ces feuilles comme on regarde un journal intime oublié. Et j'ai compris. Si, n'était pas juste une maison, c'était une œuvre. Et ILS m'avait volé la fin du récit. Mais j'avais écrit l'épilogue. Et maintenant, j'en écrivais un autre. J'ai parlé de mon projet d'écriture à Anne-Sophie. Elle m'a regardée, émue. « Tu veux que je t'aide à publier? »« Un jour, peut-être. Pour l'instant, je veux juste coucher quelque part, avant que le monde oublie. » Un soir d'octobre, alors que la pluie battait contre les vitres, j'ai reçu un appel de Manon. « Maman, tu peux venir dîner chez moi vendredi? » « Bien sûr. Une occasion spéciale? » « Oui. Je voulais te le dire en face, mais je n'ai pas pu attendre. Je suis enceinte. » Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein de larmes, d'amour, de souvenirs. « Maman, tu vas être magnifique, ma chérie. Et ton enfant aura une grand-mère qui connaît la valeur de chaque mètre carré d'amour. » C'est, ce soir-là, j'ai pensé à Marc, pas avec colère, avec distance. Il serait grand-père. Par mon sang, mais sans mon cœur. Et quelque part, qu'à me suffisait. Le vendredi suivant, j'ai apporté des fleurs, une tarte maison et un petit carnet. C'est pour toi, Manon. Pour y noter tout, c'est que tu vivras. Les peurs, les joies, les nuits blanches et les matins de grâce. Un jour, c'est au carnet te dira qui tu es devenu. Elle m'a serré fort, très fort. En rentrant, j'ai allumé une bougie et j'ai relu mes propres carnets. Et là, j'ai su, j'étais prête à transmettre, prête à laisser cette histoire vivre ailleurs que dans mon corps. Le lendemain, j'ai envoyé un manuscrit à une petite maison d'édition indépendante. Rien de grandiose. Juste une poignée de textes. J'ai intitulé le recueil. Les femmes invisibles ne sont pas muettes. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une réponse. Votre plume est forte, précise, douloureusement douce. Nous aimerions vous rencontrer. Je suis restée là, le mail sous les yeux, bouche entr'ouverte. Si eux n'étaient pas juste une validation, c'était la preuve que les ruines peuvent devenir des fondations. Et que même les femmes qu'on a voulu effacer peuvent devenir l'écho que plus personne n'ignore. Je suis arrivée à leur bureau un mardi matin, une écharpe en laine autour du cou, le cœur battant comme avant un premier rendez-vous. La maison d'édition s'appelait Les Lignes Claires, un nom qui m'avait semblé presque trop symbolique. L'endroit était petit, lumineux, avec des piles de manuscrits un peu partout, des plantes suspendues et l'odeur du café fort.
Une jeune femme m'a accueilli avec un sourire sincère. Claire Foster? Oui. Camille Vivia vous recevoir tout de suite. Camille. C'était elle qui m'avait écrit 6 emails qui m'avait coupé le souffle. Elle est apparue quelques secondes plus tard. Une femme dans la quarantaine, cheveux courts, jambes brutes, pull noir. Rien d'ostentatoire, tout en nuances. Elle m'a serré la main comme on serre celle d'une sœur. Merci d'être venue, Claire. Asseyez-vous. Je me suis assise, droite, un peu nerveuse. Elle a posé mon manuscrit entre nous, avec des coins cornés, des pages annotées. Elle l'avait lu, vraiment lu. J'ai pleuré. J'ai ri et surtout, j'ai eu envie de téléphoner à ma mère. J'ai souri, les yeux humides déjà. Elle a poursuivi. Votre texte, si n'est pas juste une histoire. C'est une voix. Une voix que beaucoup de femmes n'ont jamais entendue, mais qu'elles reconnaissent comme la leur. Vous avez un don pour écrire l'indicible avec une justesse tranquille. Je ne suis pas écrivaine. Vous êtes C.A. que vous écrivez, Claire. Et c'est assez. I.L.s voulait publier. Un tirage modeste d'abord. Et c'est qu'à fonctionner. Plus. Elle m'a proposé un contrat simple, respectueux, clair. Je n'ai même pas négocié. C.A. n'était pas l'argent que je cherchais. C'était le partage. En sortant, j'ai marché dans les rues de Paris avec cette sensation étrange d'avoir franchi un pont invisible. J'étais devenue autre chose que l'ex de Marc. J'étais Claire Foster, autrice, témoignante, messagerie, survivante, vivante. Je suis rentrée à Rueil le cœur léger. J'ai appelé Anne-Sophie. I.L.s veulent publier. Mon Dieu, Claire, t'as idée de scier que tu viens de faire? Non. Mais je sens que c'est juste. Les mois suivants furent faits de relectures, d'échanges, de choix de couverture. J'avais insisté pour qu'on évite les clichés. Pas de talons cassés, pas de silhouette solitaire dans la pluie. Je voulais une image simple. Un banc vide, avec un carnet posé dessus. I.L.s ont accepté. La sortie du livre était prévue pour janvier. Pendant si temps, Manon avançait dans sa grossesse. Elle avait si un teint lumineux que seules les femmes enceintes postent. On allait choisir des petits body ensemble. Elle m'appelait après chaque échographie. Et moi, je faisais de la soupe en prévision de ces nuits froides. Marc, lui, avait disparu du paysage. Il n'avait pas recontacté Manon. Pas plus qu'il ne s'était manifesté après l'annonce de la publication. Je savais qu'il avait dû entendre. Le monde est petit. Et la honte, même silencieuse, fait son chemin. Un soir, alors que je dînais seul, un email a atterri dans ma boîte. Objet? Pour C.E. que Caveau. Encore lui. Claire. Je ne suis pas revenu vers toi car je sais que je n'ai plus ma place. Mais j'ai vu l'annonce de ton livre. Et je voulais dire, bravo, tu es devenu C.E. que j'ai passé ma vie à éviter, une femme qui s'appartient. Je n'ai pas répondu, pas par cruauté, mais parce que certaines portes doivent rester closes, même si la poignée semble polie. Le jour de la sortie officielle, je me suis rendu à la librairie de mon quartier. Camille m'y avait donné rendez-vous. Une petite pile de livres trônait sur une table en bois. Les femmes invisibles ne sont pas muettes, signé Claire Foster. J'ai failli pleurer. Mais je me suis retenue. Une femme m'a approchée. C'est vous? L'auteur? Oui. Je vous ai entendu à la mairie l'autre soir. Je suis repartie et j'ai quitté mon compagnon 2 jours âpres. Il me traitait comme un meuble depuis des années. Vous m'avez rappelé que j'avais le droit de vouloir autre chose. Je l'ai prise dans mes bras, sans mots. Juste avec cette énergie silencieuse qu'on partage quand on sait si que l'autre a vécu. Camille m'a proposé une petite tournée. Rien de spectaculaire. Quelques lectures dans des médiathèques, des cercles de femmes, des centres sociaux. J'ai accepté. Si n'était pas de la gloire, c'était du lien. Et c'était aussi que je voulais. Fin février, Manon a accouché. Une petite fille. Jeanne. Quand je l'ai tenue pour la première fois, j'ai senti que le cycle s'était refermé. Pas comme une boucle, mais comme une guérison. Jeanne avait les yeux de son grand-père, peut-être.
mais elle n'hériterait pas de son silence, pas si je pouvais l'en empêcher. Un soir, alors qu'elle dormait dans mes bras, Manon m'a chuchoté. « Tu sais, maman, je veux lui apprendre à dire non, à dire stop, à dire je pars, comme toi. » Et moi, je lui ai murmuré. « Apprends-lui surtout à dire je reste, parce que c'est moi qui choisis. » Et à se choisir, toujours. Les mois passaient. Mon livre se vendait doucement. Mais CE n'était pas qu'à le plus précieux. Le plus précieux, c'était chaque message reçu. Chaque lettre d'une femme disant « Merci, grâce à vous, j'ai osé. » Et moi, chaque matin, je me levais avec cette certitude. Je n'avais pas simplement survécu à un divorce. J'avais mis fin à une invisibilité. J'avais retrouvé mon nom, ma voix, mon espace. Et surtout, j'avais trouvé un avenir où je n'étais plus l'ombre d'un homme, mais la lumière d'une femme. Le printemps est revenu comme une promesse tenue. Les bourgeons explosaient sur les branches, les marchés retrouvaient leur couleur, et moi je marchais plus léger dans les rues de ma ville sans avoir à porter l'armure que j'avais dû porter pendant des années. Un jour, alors que je me rendais à une rencontre littéraire dans une petite médiathèque de banlieue, je suis tombée nez à nez avec une silhouette que je connaissais trop bien. Pas Marc, pas Élodie, sa sœur, Sylvie. Elle m'a reconnue immédiatement. Elle a eu un petit sourire gêné, mais sincère. Claire. Bonjour Sylvie. Je voulais te dire, si ce que tu as fait, c'était juste. Je l'ai compris tard. Mais je le comprends maintenant. Elle s'est avancée d'un pas, hésitante. Il ne va pas bien, tu sais. Il est seul. Il dit que tu as été cruel. Mais moi, je crois qu'il ne supporte pas l'idée que tu es tenue sans lui. J'ai regardé Sylvie avec calme. Je ne ressentais plus ni colère, ni triomphe. Juste une sorte de lucidité douce amère. J'ai tenu sans lui pendant des années, Sylvie. Il a juste été le dernier à s'en rendre compte. Elle a hoché la tête, les yeux brillants. J'espère qu'un jour, il comprendra que t'étais son miracle. Pas son acquis. Puis elle est repartie, sans demander mon numéro, sans me proposer un café. Et c'était parfait ainsi. Certains liens doivent rester coupés, même s'ils ont autrefois tenu un monde ensemble. La médiathèque ce jour-là était remplie de femmes, encore. Des jeunes, des moins jeunes. Des mamans, des divorcés, des retraités. Certaines avaient apporté mon livre, d'autres m'écoutaient avec des larmes discrètes au coin des yeux. Après la lecture, une femme est venue me voir. Elle portait un foulard en coton et avait la voix cassée par l'émotion. J'ai quitté mon mari il y a 3 jours et me disait que j'étais chanceuse qu'il me supporte encore. Elle a serré mon poignet doucement. Si un soir, en vous entendant, je me suis sentie normale, vivante, possible. Ces mots-là, vivante et possible, m'ont suivi jusqu'à chez moi, ce soir-là. Je les ai écrits sur un post-it que j'ai collé sur mon miroir. Je suis vivante, je suis possible. Puis, j'ai ouvert une nouvelle page dans mon carnet. Et j'ai commencé à écrire un deuxième livre. Pas sur Marc, ni sur le divorce. Un livre sur l'après, sur la reconstruction, sur ces petits gestes qu'on sous-estime. Choisir sa propre nappe, repeindre un mur, inviter une amie sans demander la permission. Une semaine plus tard, j'ai reçu une invitation à un événement littéraire à Lyon. Une table ronde sur les récits de femmes face à la trahison. On m'invitait comme intervenante. Le cœur battant, j'ai accepté. Mais en consultant la liste des autres intervenantes, un nom m'a fait tiquer. Élodie V. Je n'ai pas voulu y croire. Je suis allée vérifier. Elle avait publié, elle aussi, un livre auto-édité, Aimé dans les décombres. Une sorte de manifeste sur les amours impossibles, les second rôles, les blessures qu'on cache. Le résumé était flou, les critiques tièdes. Mais elle serait là, à quelques mètres de moi, sur scène. Anne-Sophie m'a appelé en voyant l'affiche. « Tu vas annuler? » Non, j'ai plus peur d'elle. Et je n'ai rien à lui prouver. Le jour de l'événement, j'ai enfilé ma robe bleu nuit. Simple, mais digne. J'ai attaché mes cheveux et mis un peu de rouge à lèvres. Je suis arrivée à la salle 30 minutes en avance. L'organisatrice m'a accueillie avec un sourire radieux. « Claire,
On est ravis de vous avoir. Votre livre a changé tant de vies. J'ai souri sincèrement. Puis je l'ai vue. Élodie, assise au fond de la salle, seule, feuilletant nerveusement des papiers. Elle m'a aperçu. Nos regards se sont croisés. Elle a esquissé un sourire poli, fragile. Je lui ai rendu un hochement de tête. Rien de plus. Sur scène, elle a parlé la première. Une voix douce, presque enfantine. Elle parlait de regrets, de choix mal placés, de rêves mal définis. Elle ne m'a pas nommé. Pas une fois. Mais chaque mot tremblait d'un sous-texte que je reconnaissais. Elle voulait réparer. Pas en me parlant. En écrivant autour de sa faute. Quand fut mon tour, je me suis levée, droite. Je n'ai pas parlé d'elle, ni de lui. J'ai parlé des femmes qui reprennent leur place. De la justice lente, mais précise. De la manière dont on reconstruit, morceau par morceau. À la fin, les applaudissements ont été sincères. En sortant, Élodie m'a approchée, hésitante, presque vulnérable. Tu n'as pas parlé de moi, parce que n'est plus toi mon histoire. Elle a baissé les yeux. Je croyais que j'étais en train de gagner à l'époque. Tu confondais prendre et construire. Elle n'a rien dit. Juste murmure. J'espère que tu vas bien. Vraiment. Et je l'ai regardé. Avec toute la vérité du monde. Je vais mieux que bien. Je vais libre. Puis, je suis partie. Sans colère. Sans triomphe. Juste avec la certitude d'avoir terminé un chapitre sans abîmer la dernière page. Dans le train du retour, je me suis endormie contre la fenêtre, bercée par le roulement des rails. Quand je me suis réveillée, mon téléphone clignotait. Un message de Camille. « Ton second livre est accepté. On veut le sortir en grand format. Félicitations. » J'ai souri. Puis j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Et je me suis dit, « Tu as planté des graines dans la terre brûlée. Et tu as attendu. Maintenant, regarde-les pousser. » Les mois qui ont suivi cette rencontre à Lyon ont été comme un été indien étiré à l'infini. Paisible, clair, plein d'une lumière dorée que rien ne semblait pouvoir ternir. N'était pas une vie parfaite, c'était une vie juste, équilibrée, calme. Mon deuxième livre, Après le fracas, est sorti en septembre. Il parlait de que personne ne raconte vraiment. L'âpre. Pas le jour du départ, pas la gifle de la trahison, mais les matins qui suivent. Ceux où on refait son lit dans un silence devenu choix. Ceux où on apprend à vivre sans témoin. Le livre a trouvé sa place. Lentement, mais sûrement. Et avec lui, moi aussi. Je recevais des lettres presque chaque semaine. Une en particulier m'a bouleversée. Elle venait d'une femme de 73 ans, prénommée Micheline. Elle écrivait à l'encre violette, avec des lettres larges et soignées. Chère Claire, j'ai quitté mon mari à 70 ans, après 47 ans de mariage. Que vous avez écrit m'a donné la force de croire que je n'étais pas folle, ni égoïste, juste vivante. Vous avez été mon miroir, mon souffle. Merci. J'ai relu cette lettre 3 fois avant de la ranger dans mon tiroir, celui que j'appelais en plaisantant la boîte à preuves. Preuve que les cicatrices pouvaient devenir lumière. Un matin, alors que je sirotais un café en terrasse, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité. Puis décroché. « Bonjour Claire. C'est Henri. » Ma gorge s'est serrée. Henri. Le seul homme que j'avais laissé effleurer mon cœur depuis la chute. Il avait été discret, respectueux, comme une musique douce qu'on entend au loin. Henri, quelle surprise. Je suis de passage à Paris. J'anime un atelier d'écriture demain à la Halle Saint-Pierre. Et je me suis dit, si tu veux, on pourrait prendre un café, mais j'ai dit oui. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un petit bistrot de Montmartre. Il était là, fidèle à lui-même, poule en laine beige, lunettes rondes, sourire timide mais vrai. Nous avons parlé de tout, de nos projets, de nos silences, et surtout de que c'était que de recommencer, à notre âge, sans plus vouloir séduire, juste être. À la fin, il m'a demandé, « Tu crois qu'on peut aimer après l'éclatement? » Et j'ai réfléchi, puis j'ai répondu, « Et, mais pas comme avant, mieux, plus lentement, plus hontement, sans masque. » Il a souri. « Alors peut-être qu'on a une chance. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris sa main.
Elle était chaude, solide, présente. Quelques semaines plus tard, il m'a envoyé une lettre. Une vraie, à l'ancienne. Je ne veux pas t'ajouter à ma vie comme un ornement. Je veux marcher à côté de toi, sans t'effacer, sans te posséder, juste que respecter. Je lui ai répondu, marchons, et voyons jusqu'où mène le chemin. Henri n'était pas une fée heureuse. Il était un chapitre doux, un chapitre sans urgence. Dans le même temps, mon éditeur m'a proposé de participer à un recueil collectif, un livre rassemblant les voix de femmes ayant construit leur vie après une perte. J'ai accepté. Mon texte s'intitulait « L'empreinte de mon nom ». Pendant une lecture publique, une jeune femme du public m'a posé une question. « Est-ce eux que vous pardonnez à votre ex-mari aujourd'hui? » My. J'ai pris une longue respiration. Le pardon, c'est eux n'est pas dire « tu avais raison ». C'est eux n'est pas oublier, c'est choisir de ne plus porter le poids. Et oui, je l'ai fait. Et s'ils vous demandaient de revenir? J'ai souri doucement. C'est eux serait comme demander à une hirondelle de revenir dans sa cage. Trop tard. J'ai appris à voler. Marc n'a jamais demandé à revenir. Mais j'ai su, par Manon, qu'il avait lu mes livres, qu'il avait pleuré, et surtout, qu'il avait compris que c'est qu'il avait perdu n'était pas une femme soumise, mais un monde construit avec patience, et qu'il ne le retrouverait jamais. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe déposée dans ma boîte. Pas de nom. À l'intérieur, une photo. Celle de la maison, celle que nous avions partagée, repeinte, retapée et aujourd'hui habitée par la jeune famille qui l'avait rachetée. On voyait un petit garçon courir pieds nus dans le jardin, un cerf-volant à la main. Au dos, une simple phrase. Amy. Elle vit comme vous. Je n'ai jamais su qui me l'avait envoyé. Mais j'ai su pourquoi. Pour me rappeler que rien ne m'avait été volé. Tout avait été transformé. Et que parfois, eux qui fleurit ailleurs, est encore la preuve que notre passé avait du sens. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. Je vis dans un appartement lumineux, entouré de livres, de plantes, de carnets, plein d'histoires. Jeanne vient dormir chez moi 2 fois par mois. On fait des crêpes, on lit ensemble, on rit. Et parfois, Henri passe, avec du pain frais et des fleurs. Mon nom est sur toutes mes boîtes aux lettres, mes contrats, mes livres, mon cœur. Claire Foster. Pas Madame Marc Durand. Juste moi. Et quand je bois mon thé le matin dans ma tasse préférée, une grande blanche sur laquelle est écrit en lettres dorées « Unbothered and paid », je souris. Parce que je sais, je n'ai pas simplement récupéré ma part, j'ai récupéré ma place. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être crue. Je suis l'histoire.